À l'heure actuelle, dans notre langue, le masculin ou la forme masculine fait office de neutre. Par exemple, si je vous dis les habitants d'une ville, eh bien vous comprendrez que je parle des habitants hommes et des habitantes femmes. C'est contre cette invisibilité que s'élève l'écriture inclusive, invisibilité des femmes. L'écriture inclusive est un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d'assurer une égalité de représentation des deux sexes. Je tire cette définition du manuel de l'écriture inclusive. Le plus caractéristique de l'écriture inclusive, c'est le point médian, dont je vous montrerai un exemple tout à l'heure et qui fait grandement débat. S'agit-il d'un gadget des mouvements féministes? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sociétal, d'ailleurs dans le mouvement féministe aussi, et que nous avons affaire, en ce qui concerne l'invisibilité des femmes, à un vrai problème de société. Les femmes ont longtemps été exclues de nombreux domaines de la vie sociétale, la vie en société, et vous avez ici quelques exemples de domaines d'exclusion dans lesquels il a fallu que les femmes conquièrent leur place, parfois de haute lutte. Alors il y a quelque chose d'injuste à ce qu'une fois ces places conquises, les femmes soient de nouveau passées sous silence, parce qu'on n'emploiera que des noms masculins pour désigner leurs fonctions, leur métier. Quand on sait par exemple que les femmes n'ont longtemps pas eu accès aux métiers scientifiques, de ne parler que des ingénieurs et pas des ingénieurs peut faire crier, peut faire sursauter certaines personnes. Mais la règle est là, c'est le masculin qui fait office de neutre, et il y a cette fameuse règle aussi, le masculin l'emporte. Quand il y a plusieurs noms, il faut conjuguer les verbes et mettre les adjectifs au masculin. Je vous propose à ce sujet, puisqu'on dit que c'est une règle grammaire sans plus, qui n'a aucune valeur, aucune correspondance avec la société, je vous propose la mise en perspective historique qui est proposée par cet ouvrage publié par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui s'appelle « Pour une communication publique sans stéréotype de sexe ». Je ferai quelques extraits de ce livret, la lecture de quelques extraits. Le masculin ne l'a pas toujours emporté sur le féminin. La langue française n'est pas immuable. L'usage du féminin a longtemps été dans les normes, dans le vocabulaire comme dans la grammaire. Un peu plus loin, jusqu'au XVIIe siècle, tous les noms de métiers, fonctions et dignités exercés par des femmes étaient nommés au féminin. Un peu plus loin encore, ce sont les réformes des grammairiens et lexicographes au XVIIe siècle qui ont imposé la règle du masculin qui l'emporte. Un peu plus loin encore, en 1647, 12 ans après la création de l'Académie française, l'un de ses membres, Claude Favre de Vaugelas, préconise que le masculin doit l'emporter en grammaire au motif que, ouvrez les guillemets, le masculin est plus noble que le féminin, fermez les guillemets. Un siècle plus tard, le professeur Nicolas Beauzée justifie que, selon lui, ouvrez les guillemets, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle, fermez les guillemets. Un peu plus loin, c'est en 1882 que l'État tranche en faveur du masculin lorsqu'il rend l'instruction publique obligatoire. Des mots présents dans le français ancien disparaissent alors, tels que le féminin de médecin, médecine ou médecineuse, alors que les métiers moins valorisés socialement n'ont jamais été privés de leur féminin lorsqu'ils en avaient. Fin de citation. On n'a plus aujourd'hui cette mentalité qui est mentionnée ici, bien évidemment. Faut-il en conserver l'expression linguistique? C'est la question que l'écriture inclusive pose. Et d'ailleurs, elle donne la réponse. Elle dit non, il ne faut pas conserver ce sexisme très très prononcé qui a présidé à cette règle de grammaire, au choix de cette règle de grammaire. Voici en gros ce que prône l'écriture inclusive, et j'ai cité tout à l'heure le manuel d'écriture inclusive. Voici la couverture. Vous pouvez télécharger ces deux ouvrages que je viens de vous montrer sur Internet sans difficulté, c'est ce que j'ai fait moi-même. Voilà en très résumé ce que propose l'écriture inclusive. Tout d'abord, des termes englobants ou épicènes. Par exemple, sur la porte du bureau où se trouve le directeur ou la directrice d'une société, on peut marquer « direction » au lieu de marquer « directeur » ou « directrice ». Simple exemple.
On peut aussi mentionner les termes féminins comme au masculin, ne pas hésiter à mettre les habitants et les habitantes. D'ailleurs, cette manière de faire a été inaugurée, paraît-il, par le général de Gaulle lui-même qui a commencé à s'adresser aux Françaises et aux Français. À l'écrit, on peut utiliser le point médian à ce moment-là et raccourcir un peu l'expression écrite, mais pas l'expression orale. Il y a aussi, je l'ai cité tout à l'heure, la féminisation des noms de métiers, j'ai parlé d'ingénieur, des noms de fonctions, de grades et de titres. Alors le point médian, je vous en ai donné un exemple ici. Vous voyez, c'est un point qui est à la mi-hauteur de la lettre, et non pas en bas comme un point de fin de phrase. Et là, j'ai donné l'exemple d'un auteur ou une autrice. Voilà, la féminisation des noms de fonctions, ai-je dit, ou plutôt un retour à leur forme féminine, puisque les historiens nous disent que ces formes ont existé. Et puis l'accord de proximité, c'est aussi proposé par quelques linguistes qui prônent l'écriture inclusive, au lieu du masculin partout. Au lieu de dire que le masculin emporte, justement, on va retourner à une pratique déjà présente avant cette masculinisation. Par exemple, si je dis « Georges et Denise sont présentes », parce que Denise est la plus proche de l'adjectif. Je dirais d'ailleurs aussi « Denise et Georges sont présents ». Voilà, quelques éléments alors, très rapides de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, ou le langage inclusif, est à la croisée des différents domaines. C'est bien ce qui fait que c'est un sujet délicat et complexe. Alors, il y a les sciences du langage, la lexicographie, la grammaire, voilà. Il y a l'éthique, parce qu'on parle des hommes et des femmes, et du respect de la représentativité des femmes dans la société. L'histoire, parce que notre langue ne vient pas de nulle part, elle a toute une histoire derrière elle, des siècles. La politique aussi, puisqu'on voit bien que les politiciens s'en mêlent, ça va jusqu'à des débats très houleux à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un sujet qui croise plusieurs disciplines. Alors justement, qui est légitime pour en parler? Suis-je légitime pour en parler en tant que pasteur? Pour répondre, je vais vous citer une linguiste, Julie Abou, qui explique que ce sont des théologiennes protestantes et évangéliques, américaines et féministes, qui ont commencé à parler d'écriture inclusive dans les années 70. Parce qu'autant les églises ont été et sont encore, pour bon nombre d'entre elles, vecteurs de sexisme, autant il y existe aussi un vrai courant de réalité. C'est dans ce courant que je m'inscris, et l'écriture inclusive fait partie des sujets qui me concernent à ce titre. Je considère comme un devoir chrétien de lutter contre l'injustice, en général, dans l'Église et dans la société, en général. Eh bien, le sexisme est une injustice. L'invisibilité des femmes dans la langue est une injustice. Ceci dit, l'écriture inclusive doit être discutée. Elle est refusée par l'éducation nationale, par exemple, et dans les textes administratifs, notamment le point médian, ce fameux point ici, on n'en veut pas dans un certain nombre de milieux, y compris les milieux de l'État, alors que nous avons aussi le Haut Conseil à l'égalité qui le recommande. Donc il y a débat au sein même de nos gouvernants. L'écriture inclusive pose un problème d'accessibilité aussi, en particulier le point médian justement, qui complexifie la lecture au point d'en fermer les portes aux moins aisés dans la lecture. Elle peut faire passer aussi pour sexiste des propos qui ne le sont pas, à exiger que l'on dise toujours le féminin avec le masculin. Si j'arrive dans une pièce, je dis bonjour à tous. Alors quelqu'un pourra me dire ah ben non, attention, t'as pas dit bonjour aux femmes. Alors que peut-être que dans mon esprit, tous étaient englobants. Ceci dit, maintenant, je dis bonjour tout le monde. Comme ça, au moins, il n'y a pas de discussion. Et puis, il faut quand même dire, moi, je trouve que les noms de métiers, les noms de fonctions, mériteraient quand même un renouvellement de l'usage. De dire que les noms de fonctions sont tous masculins, d'ailleurs le texte que je vous ai lu dit bien que oui, on a su garder au féminin certains noms, hein, comme infirmière, comme ouvrière, alors pas de souci pour le garder au féminin. En revanche, préfet ou ingénieur, alors ça doit être mis au masculin. Vous voyez là, ce qu'il y a derrière, finalement, cette subjectivité de l'application d'une règle. Notre langue, autre élément de discussion, notre langue est un patrimoine, avec son histoire, sa culture.
On ne peut pas le changer rapidement comme ça, en un claquement de doigts, et on ne pourra peut-être pas tout changer. Par exemple, en France, État laïque depuis un siècle passé, on a des milliers de communes dont le nom célèbre un saint de l'Église catholique. Saint-Louis, Saint-Nazaire, Saint-Cloud, je ne vais pas faire la liste, il y en a des milliers. On ne gomme pas toute l'histoire chrétienne de la France sous prétexte de la laïcité. Et pourtant, nous sommes convaincus de la laïcité. Mais il y a l'amour du pays tel qu'il est. Eh bien, il y a l'amour de la langue aussi, avec son histoire. Et on ne va pas tout chambouler au nom d'une idéologie, comme la laïcité n'a pas modifié les noms d'un certain nombre de villes en France. Ceci dit, notre langue est vivante et elle est influencée par une société qui évolue. Je vous rappelle que c'est une société qui évoluait, qui a fait qu'on a masculinisé les noms de métiers et de fonctions. On peut bien vivre cette évolution dans l'autre sens. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'évolution importante concernant les relations entre les hommes et les femmes, les places respectives des uns et des autres. Alors, si des gens s'opposent à l'écriture inclusive, c'est peut-être pas seulement parce qu'ils ont de l'amour de la langue française et de l'héritage du patrimoine culturel, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas favorables à cette visibilité des femmes dans la société. Je crois en tout cas qu'il faut s'observer à ce sujet, se demander pourquoi on réagit de telle et telle manière face à cette écriture inclusive, être honnête quant à son ressenti et ses conceptions des relations entre les hommes et les femmes. Alors oui, une langue vivante, je disais tout à l'heure, l'écriture inclusive cherche à traduire cette évolution dans le langage. Et de ce point de vue-là, je pense qu'elle est légitime. Mais il ne s'agit pas de quelque chose d'abouti, quand bien même elle est prônée avec énergie par certaines personnes. Nous en sommes encore à des tâtonnements. Pour le point médian, par exemple, il y a plusieurs manières de faire à l'heure actuelle. Et il ne faut pas considérer que l'écriture inclusive est aboutie et quelque chose à prendre ou à laisser. C'est un questionnement, c'est une remise en question, c'est une proposition d'évolution. Moi, je vous propose de le voir comme ça. Pour conclure, j'aime ma langue française en tant que Français. J'aime aussi l'équité en tant que chrétien, entre les hommes et les femmes notamment. J'aime les personnes qui ont du mal à lire et pour lesquelles l'écriture inclusive est un peu excluante. Alors voilà, je ne vais pas conclure, j'ai dit simplement qu'il faut trouver un équilibre, qu'il y a un consensus à rechercher et des conventions à établir. Le travail n'est pas terminé, mais j'espère bien qu'il va continuer.